Coucou tout le monde, coucou les amis. Bonjour Rafi. Tu m'as appris que la virologie était liée à la fondation, à l'époque il n'y avait pas encore la fondation Rockefeller, mais à l'institut en tout cas Rockefeller, et à un certain Thomas Rivers, qui a un petit peu détourné les fameux 4 postulats de Corr, d'ailleurs qu'on va vous donner aujourd'hui, parce qu'on en parle souvent mais on ne donne pas le détail, qui donc a détourné ces 4 postulats qui permettent d'identifier un micro-organisme avec l'idéologie de Pasteur qui dit que les micro-organismes seraient responsables des pathologies. Et donc d'après ces 4 postulats de Corr, en fait, on verra d'une part que c'est quasiment impossible de prouver l'existence de ces micro-organismes pathogènes, et d'autre part que monsieur Thomas Rivers les a détournés pour en faire un concept beaucoup plus flou et qui permet de faire passer pour virus n'importe quoi. Alors donc le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie, mais absent des organismes sains. Ça veut dire que dans tous les corps qui ont une certaine maladie, quelle qu'elle soit, on trouve les mêmes micro-organismes et qu'ils ne sont pas présents dans les organismes qui n'ont pas cette maladie. Premier postulat. Le deuxième, le micro-organisme doit pouvoir être isolé, et croître en milieu de culture pure, donc ne contenant que ce micro-organisme, pas de milieu où il y aurait d'autres micro-organismes comme des bactéries ou même d'autres choses qui fassent obstruction. Ensuite, troisième point, le micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible. Ça veut dire que même cause, même effet, ce même micro-organisme doit systématiquement déclencher la maladie observée dans tous les organismes où ce micro-organisme est présent. Donc par exemple, le SARS-CoV-2 doit donner la même maladie chez tout le monde. Quatrième postulat, alors j'y vais moi, le micro-organisme doit à nouveau être isolé du nouvel organisme hôte, rendu malade, puis identifié comme étant identique à l'agent infectieux original. Ça veut dire qu'une fois que ce micro-organisme se serait transmis chez un autre être, un autre organisme, il doit être isolé de la même façon qu'on a isolé le micro-organisme de départ et être identique au micro-organisme de départ pour attester de la présence de ce micro-organisme qui serait pathogène. À l'époque, donc c'était 1884, et puis alors les critères ont été publiés en 1890, la notion de virus n'était pas encore présente, n'était pas encore étudiée, n'était pas encore acceptée par la science, et on va voir que ça se passe un petit peu plus tard quand Rivers justement est directeur, disons un petit peu après que Rivers soit devenu directeur de l'Institut Rockefeller. Donc ça c'est les 4 postulats qui sont somme toute assez rigides, assez précis. Alors 1937, Rivers passe directeur de l'Institut Rockefeller, selon Wikipédia en tout cas. Il nous dit, donc il n'y en a plus que 3 des postulats, il nous dit l'agent, donc on ne parle plus de micro-organisme, on dit l'agent est associé à la maladie avec une certaine régularité statistique. Donc il n'y a plus de systématisme avec isolation du virus, identification du virus qui donnerait, enfin du virus ou du micro-organisme qui donnerait une maladie précise, c'est associé à la maladie avec une certaine, donc approximative, régularité statistique. C'est même pas une régularité clinique, donc c'est pas forcément des symptômes qu'on observe chez les gens, mais des statistiques. Deuxième postulat de Rivers. Alors, on peut isoler cet agent, le cultiver en milieu approprié et reproduire la maladie avec une certaine régularité dans un essai contrôlé. Donc il y a 3 trucs moi qui me frappent. C'est pas on doit isoler l'agent, le micro-organisme, c'est on peut isoler cet agent. Le cultiver non pas en milieu pur, mais cette fois en milieu approprié, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis reproduire la maladie avec une certaine régularité. Donc on est de nouveau dans l'approximatif absolu. Le dernier ? Expérimentalement, même si la maladie n'apparaît pas, l'apparition des anticorps témoigne de l'action du virus. Donc la maladie n'a même pas besoin d'apparaître pour prouver l'existence d'un virus, d'après les 3 postulats de Rivers. C'est juste la détection de l'anticorps qui témoignerait de sa présence plutôt que de la présence du virus lui-même. Donc on n'a pas besoin de montrer qu'il y a un virus, mais qu'il y a des anticorps. Et on a regardé un petit peu tout à l'heure ce que c'était que des anticorps. Alors c'est une espèce de protéine assez indéfinissable. C'est des concepts qui sont assez abstraits et on a du mal à savoir si c'est vraiment une entité ou quelque chose qui a une existence réelle. Et d'ailleurs sur Wikipédia, il parle du fait qu'il n'y ait pas de définition à proprement parler de l'anticorps, mais qu'il y a une définition un peu relative qui dit qu'il n'existe que si on voit l'existence aussi de l'antigène. On peut les définir que l'un par rapport à l'autre. C'est ça, on peut les définir antigène, anticorps que l'un par rapport à l'autre et non pas chaque élément séparément. Moi, vu que j'ai douté de l'existence du Covid, qui était assimilé en fait à toutes les maladies hivernales, j'ai voulu chercher donc chez les penseurs, les docteurs anciens, quelle étiologie. Alors l'étiologie, en fait, ça signifie l'étude des causes des maladies. Donc quelle étiologie ils pouvaient donner aux maladies hivernales. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces recherches? Alors c'est surtout passé en juillet 2021, j'ai commencé à faire des recherches et de manière beaucoup plus intensive à partir de janvier 2022.
Et la seule chose que je savais à l'époque, donc sur les maladies hivernales, sur la grippe, c'est que la grippe était appelée anciennement influenza. Alors, virus influenza, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient de influenza di freddo en italien, qui signifie l'influence du froid. En anglais, ça s'appelait la grippe common cold. Donc, déjà, j'avais un indice que les anciens savaient qu'il y avait un rapport avec le froid. Et on va voir ensuite quels sont les mécanismes exacts d'action sur le froid par rapport à la grippe. Donc le début de mes recherches, il est parti donc sur le mot catarrhe, qui est l'ancien nom de la grippe, parce que si on veut regarder dans le passé, on peut pas chercher la grippe par le mot grippe, ça n'existait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grippe, on a d'abord attribué à cette maladie, on lui a attribué le bacille de Pfeiffer. Donc avant que ce soit désigné comme un virus, donc c'était en 1892. Validé par l'Institut Pasteur. Ah tiens, intéressant. Et donc après, en 1931, là soudainement, en fait, on a prétendu avoir isolé un virus, sachant que le mot virus à l'époque, il y avait une grande flottation au niveau sémantique. On ne savait pas vraiment définir ce que c'était. Déjà, ça vient de loin parce que le mot virus, il signifie poison à la base. Ça, et en fait, c'est dérivé de la théorie des miasmes, où les médecins qui pensaient qu'il y avait une contagion entre les maladies, ils émettaient cette hypothèse qu'il y avait quelque chose qui se transmettait de personne à une autre, mais c'était vraiment très vague, ils ne savaient pas comment. Au début, ils ne parlaient pas de micro-organismes, on ne savait pas définir ce que c'était. Ouais. C'est qu'après qu'on a décidé que on aurait découvert... Qu'il y aurait des petites bébêtes. Voilà, que c'était des bacilles. Puis pour la grippe, en 1931, alors on aurait en fait broyé en fait des résidus du porc qui sera atteint de grippe porcine, et on aurait soi-disant filtré le substrat et on aurait isolé le virus comme ça. Donc on était très loin de la précision aujourd'hui de l'isolation soi-disant des... On est passé donc du bacille en 1892 au virus en 1931. Par rapport à mes recherches donc sur la BNF, par rapport au mot-clé catarrhe, donc l'ancien nom de la grippe, et là je suis tombé sur un médecin qui s'appelle le docteur Joseph François Thirat. Il est né en 1816 et est mort en 1899. Et il a écrit donc un ouvrage qui s'intitule « Traité des maladies de poitrine et de cœur, phtisie pulmonaire, catarrhe, asthme ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la phtisie pulmonaire, c'est l'ancien nom de la tuberculose. Donc si on veut chercher l'étiologie de la tuberculose, il faut s'intéresser à la phtisie. Donc cet ouvrage, il est paru en 1872. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est appuyé sur 3 autres grands docteurs de son époque. Donc je vais les citer, donc c'est François Magendie, Xavier Bichat et Gabriel Andral. Que l'origine de la grippe et de la tuberculose, c'est la suppression de la transpiration. Et donc toi, tu t'es intéressé de près à la transpiration. Alors dis-nous. Voilà, donc concrètement, c'est la suppression de la transpiration insensible. Et la transpiration insensible, c'est pas la sueur, c'est la transpiration qu'on émet toute la journée sans vraiment se rendre compte, et qu'on peut voir se matérialiser, par exemple, quand on respire dans un air froid, où ça fait comme un brouillard, de la buée, donc qui condense, ou si on pose ses mains contre une vitre, et là on voit c'est pareil, ça condense contre la vitre. Donc c'est ça la transpiration insensible. Et donc pour eux, en fait, vu qu'en fait ils adhéraient donc à la théorie de l'humorisme, on désigne en fait le point de départ donc des maladies comme étant des humeurs viciées. Et en fait, ce qu'on peut dire en fait, c'est que en fait ça articule à la fois donc la cause des maladies et à la fois les remèdes. En fait, c'est vraiment le point central, la lésion des humeurs. Donc ça peut être à la fois la cause et non, et c'est pas la cause, mais ça se trouve entre okay. La cause et le remède. C'est à la fois la cause va affecter les humeurs, et le remède va se retrouver dans le rétablissement de la pureté de ces humeurs. Et donc la transpiration insensible, ça regroupe à la fois la transpiration par la peau et celle par les poumons. Ah d'accord, donc on peut parler de transpiration quand on parle des poumons aussi. Oui. Je pensais qu'on parlait d'expiration. Il y a un autre terme qui en fait c'est l'exhalation. Et les muqueuses, donc les muqueuses c'est quoi? Alors, parce que ça permet d'évacuer les choses. Alors justement, en fait, c'est ce que dit donc le docteur Joseph François Thirat, c'est-à-dire que la peau, elle sera en sympathie avec les muqueuses, et donc par exemple un air froid et humide, il va s'opposer à la transpiration insensible, et du coup tous les produits qui n'ont pas pu être transpirés ou à moitié, ils vont refouler dans le sang, et donc ça peut créer des lésions humorales, et aussi d'autre part. En fait, quand la peau, elle va être au niveau de l'évacuation, elle va être défaillante, c'est les muqueuses qui vont prendre le relais, avec une voie non privilégiée qu'on peut considérer comme une soupape d'échappement, et en fait, ça va générer du mucus. Et ce serait ça l'origine du mucus. Donc si je résume avec des mots un petit peu plus populaires, un petit peu plus compréhensibles avec mon langage à moi, c'est le froid, tu m'arrêtes si je me trompe, empêcherait
de transpirer comme il faut. Par la peau. Par la peau, Les parce que moi quand je dis transpiration, en fait, je pense à la peau, mais tu as raison de préciser. Et du coup, c'est les muqueuses qui prennent le relais Exactement, et qui tout font à du fait. mucus pour évacuer. Donc les fameuses muqueuses dont tout à l'heure je me Exactement. demandais qu'est-ce que c'est que des muqueuses. En gros, c'est ce qui produit du mucus, c'est ça? Voilà. Donc, Et en fait, et le froid, et il a peut-être une action plus générale que la suppression de la transpiration, mais en tout cas, il provoque une congestion qui fait que, en fait, tous les déchets, voilà, et tous les déchets évacués, en fait, restent à l'intérieur du corps. Et on peut en parler. Le mucus, par exemple, selon la théorie officielle, donc le mucus, il sert à protéger des microbes. Tandis que les anciens médecins, ils voyaient pas du tout ça de cet œil. Ils considéraient que c'était plutôt un déchet irritant. Et donc bon, c'est facile à comprendre que quand on a du mucus qui coule dans la gorge, en fait c'est ça, plutôt que les microbes qui va nous irriter la gorge, parce que le mucus qui va se coller sur les muqueuses, ça va bloquer la respiration des muqueuses, et ça va créer aussi des lésions de tissus qui vont mourir. Ça empêche les échanges en fait, ça bouche un petit peu. Et donc ça va être le début de l'infection, c'est-à-dire des tissus morts. Après on peut supposer qu'il y a des bactéries, et c'est le rôle des bactéries d'ailleurs de manger ces tissus morts, mais c'est là qu'on voit que l'infection, elle arrive vraiment en dernier lieu. Les microbes, c'est pas la cause première. Pourquoi finalement il est intéressant de se pencher sur ces docteurs du passé? Pourquoi on peut leur accorder un crédit? En fait, avant, tous les scientifiques, quel que soit le domaine, pas seulement en médecine, c'était avant tout des philosophes. Ils avaient une grande ouverture d'esprit, ils avaient une grande capacité de remise en question, ils avaient une certaine prudence et une certaine sagesse qui faisait que la science, elle avait aussi une dénomination beaucoup plus large qu'on appelait sapiens. En fait, moi, ce que j'ai constaté dans la lecture de tous les ouvrages que j'ai trouvés, à l'époque, ils discutaient encore des doctrines. Et donc les doctrines, en fait, c'est un ensemble d'hypothèses, mais qu'on considérait pas pour vraies. Et c'est seulement vraiment à partir, je pense, du début des années 1900. Alors il y a eu tout un tas de mouvements philosophiques, le positivisme, l'objectivisme. Il y a eu plein de choses comme ça qui fait que finalement on a réduit la science et on a supprimé en fait toute cette partie philosophique qui est derrière. Et on ne discute plus des idées, c'est-à-dire qu'on pense détenir la vérité et donc on enferme comme ça donc la population dans des dogmes. Et donc la définition d'un dogme, c'est justement une hypothèse qu'on prend pour vraie. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. La vérité vous est apportée sur un plateau. Vous n'avez pas le choix surtout. Et vous n'avez pas de questions à vous poser, tout est là. Je suis remonté un peu plus loin dans l'histoire sur mes recherches. Il y a une personne qui a travaillé, c'est lui en fait, qui est le point de départ de la recherche sur les travaux de la transpiration insensible. Donc c'est un physicien, un médecin donc, qui a professé à l'université de Padoue, donc en Italie, et donc qui était dénommé Sanctorius en 1561 et il est décédé en 1636 et en fait donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il a mené plein d'expériences où en fait il a fait une balance qui ressemblait à un portique. Il faisait régulièrement des pesées en fait entre ses prises d'aliments et donc ses excrétions on va dire, et il avait constaté qu'en se pesant le soir, il faisait une pesée le soir et le matin sans passer par les toilettes entre temps, qu'on perdait en fait des centaines de grammes voire des kilos, et par cette fameuse transpiration insensible. Et donc, il a fait comme ça tout un tas d'expériences qu'il a regroupées dans un livre donc, qui s'appelle La médecine statique de Sanctorius. Donc, je vous montre la couverture. Donc, on peut trouver dans la fameuse Bibliothèque nationale de France, c'est ça? Et donc, cet ouvrage, il date de 1614, mais il a été traduit en français, c'est en 1722, et sous le nom de La médecine statique de Sanctorius, l'art de conserver la santé par la transpiration. Et j'ai trouvé donc la profession de foi, donc il a inscrit dans un de ses livres dans lequel il nous dit il faut croire d'abord en ses sens et à l'expérience, et ensuite au raisonnement, et seulement en troisième lieu à l'autorité d'Hippocrate, de Galien, d'Aristote et d'autres excellents philosophes. Et donc il a développé une doctrine qui s'appelle la iatromécanique ou iatromathématique, avec une vision cartésienne de l'homme-machine. Alors pour faire une comparaison et pour bien comprendre, on peut prendre l'exemple de la machine à vapeur qui est une machine, donc un artefact conçu par l'homme. Donc en fait, elle a besoin de combustible, c'est-à-dire de charbon et d'eau, comme nous on a besoin d'aliments solides et d'eau. Et la machine, pour bien fonctionner, elle a besoin que ses rejets fonctionnent bien aussi. Donc l'évacuation de la vapeur et également des suies. Et si jamais l'évacuation de ces déchets ne fonctionne pas, la machine va mal fonctionner ou elle va finir par casser. Par exemple, il avait constaté que l'état de sommeil profond nous faisait beaucoup plus transpirer que l'état de veille, et donc il était bien meilleur pour conserver la santé. La marche, pour lui, c'était le meilleur exercice aussi à ce niveau-là.
Et il avait constaté aussi que l'automne, c'était la saison la plus mauvaise en termes de maladies, parce qu'on passait subitement d'un air chaud à un air froid, et le corps n'a pas le temps de s'adapter. Et d'ailleurs, on l'a vu cet été de manière très flagrante, quand les températures elles ont chuté, je crois que c'était début septembre, oui. Où il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté, septembre. on est passé de, je sais plus, on est passé de 30, 27 degrés à 20 degrés, à l'intérieur des habitations, et il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté qu'à 20 degrés ils avaient froid, alors qu'en temps normal c'est pas le cas. Donc le corps il met quand même un certain temps avant de s'adapter. Donc c'est ça qui est la cause de la suppression de la transpiration et donc le point de départ du déclenchement des maladies hivernales. Du coup j'ai continué mes recherches au niveau de la transpiration insensible et donc je suis tombé sur un article de l'encyclopédie de 1751 d'Hydro et d'Alembert à la définition du mot cathare, où là on nous dit carrément que l'origine c'est la diminution de la transpiration en sortant d'un endroit chaud en passant subitement dans un lieu froid. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ça tout à fait la notion que tu viens de découvrir, et de décrire avec Sanctorius. Voilà, et le remède c'est le rétablissement de la transpiration par des infusions de plantes sudorifiques. Elles sont diaphorétiques, c'est-à-dire qu'en fait elles déclenchent de manière artificielle la production de la transpiration. Et donc je vais citer quelques plantes médicinales que j'ai trouvées. En particulier, il y a la bourrache, et d'ailleurs son étymologie qui vient de l'arabe signifie père de la sueur. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on en a une multitude d'autres. On peut citer le tilleul, il y a le sureau noir, il y a la sauge par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes aussi, elles sont diurétiques. Et donc ce qui signifie qu'en fait, elles facilitent aussi l'élimination donc de l'urée par les reins. Donc elle purifie aussi le sang pour pas déclencher ces maladies. Elles ont tout pour plaire, ces plantes. Et donc on retrouve ça donc dans un livre aussi que j'ai inclus dans la bibliothèque qui s'appelle Nouvelle botanique médicale qui date de 1876. Salut Rafi, comment on se retrouve? Bonjour Chloé. Bonjour, bonsoir tout le monde. On est là 3 mois après la première vidéo qu'on avait faite au mois d'octobre, avec quelques degrés de moins. Donc il nous dit, ce qu'il y avait, c'était que la maladie n'est pas un phénomène qui a en soi sa raison d'être, quelque chose qui a une existence indépendante et des lois propres, mais une manifestation, aussi multipliée, aussi compliquée qu'on voudra, d'un trouble dans ce double et incessant mouvement de composition et de décomposition que constitue notre animalité, avec ses besoins divers, nitrés. On ne pouvait pas toujours épuiser ou détruire les causes de troubles de l'état physiologique, mais on en atténuait toujours les effets par le moyen des eaux minérales qui, du fait de leur composition chimique, sont dépuratoires et récorporatives. Les maladies n'ont pas d'existence autonome. C'est pas quelque chose qui se balade comme ça, c'est simplement en fait une manifestation de symptômes. Et donc dans ce tableau, il nous montre que parmi les excrétions du corps, la vapeur aqueuse de la peau et la vapeur aqueuse pulmonaire, c'est-à-dire ce qu'on parlait la dernière fois en tant que transpiration insensible, ça représente respectivement donc 28,70 onces pour la peau, 18,30 pour les poumons, ce qui nous fait 47 onces. Et si on compare ça avec les urines, ça fait 40. C'est-à-dire que là, on parle d'un volume, on parle d'un volume d'excrétion par le corps. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, on évacue plus par la transpiration insensible, la vapeur, que par les urines au cours d'une journée. En termes de quantité, après, on ne sait pas quelle proportion il y a de toxines qui sont éliminées via l'urine ou via la transpiration, mais en tout cas, en termes de volume d'eau excrétée par le corps, il y en a plus qui vient de la transpiration, effectivement, que par les urines. Voilà, tout à fait. La peau est l'organe par excellence de la dépuration. Sans cesse, à chaque instant, elle évapore une masse énorme de produits épuisés et devenus inutiles. Cette séparation est intimement liée à notre mouvement vital et à la circulation du sang. La peau est encore un agent efficace pour rétablir l'équilibre entre les forces et les actions de notre corps. Plus elle est active et perméable, et moins on est exposé aux congestions dans les poumons, l'intestin, les viscères abdominaux. Ensuite, un peu plus loin, donc, il en résulte, et donc là il nous donne une référence de veille, hygiène de famille ou du perfectionnement physique et moral de l'homme. Les expériences de Sanctorius, le fameux Sanctorius dont on avait parlé la fois dernière. De Dodard et celle plus récemment de Séguin, qu'un rapport des plus intimes existe entre la sueur et les aliments, les boissons et les autres excrétions. La transpiration cutanée est donc beaucoup plus que le mot ne semblerait le dire, elle a une sécrétion, une véritable fonction dépuratoire. Lorsque cette fonction de dépuration diminue ou se pervertit, l'organisme retient dans son intérieur une quantité notable de matière hétérogène dont l'influence sur la santé peut être incalculable. Les expériences délicates de Séguin, Lavoisier et Séguin, Académie des sciences, 1790, ont prouvé que la moyenne de la perte en poids par exhalation est de 18 grammes par minute, dont 11 pour la transpiration cutanée et 7 pour la perspiration pulmonaire,
Puis la plus grande perte de poids déterminée par l'exhalation est de 5 livres en 24 heures. La moindre d'1 livre, 11 onces et 4 gros. Et ensuite, il nous dit Fourcault et Mondière ont fait des expériences pour recueillir des observations sur la diminution et sur la suppression de la sueur générale et de la sueur locale, de servitude ou diasthésique, comme la sueur des pieds, et en provenait toute une espèce de maladie, la phtisie surtout. Donc la phtisie, Toute espèce de maladie. Qu'est-ce que c'est que la phtisie déjà? Donc c'est la tuberculose. Et donc ensuite, il nous liste, il y a tout un tas de maladies qu'il nous liste. Je pense qu'on pourra mettre la capture d'écran de toutes les maladies qu'ils ont observées par la suppression de la transpiration. Donc en gros, plus de transpiration implique toutes ces maladies-là, et notamment la transpiration par les pieds, qu'on néglige et qu'on n'aime pas trop en général. Hein. C'est pas très agréable, mais apparemment c'est quand même une méthode assez efficace pour ne pas avoir ces maladies. Et ensuite, donc dans le document, donc il y a plusieurs médecins ou des physiciens, on peut dire, qui ont répété les expériences de Sanctorius après lui. Et en fait, donc là on a un tableau avec la consommation donc, quotidienne d'aliments et de boissons et la transpiration, enfin ce qui est rejeté par la transpiration, les urines et les excréments. Et on voit que bon, ils ont, en fait, je vais citer les personnes. Il y a donc Kyle, donc lui c'était un Anglais et il a repris les aphorismes de Sanctorius. Il a complété avec des commentaires, donc ça doit être très intéressant à étudier également. Donc le livre il est présent dans la bibliothèque. Donc ensuite on a Sanctorius, on a Boissy, Hartmann, Gorter et Rail. En tout cas ils ont tous fait à peu près les mêmes, ils ont répété les mêmes expériences et ils ont tous fait à peu près les mêmes observations qui sont aussi fonction du climat, hein, parce que le climat en Angleterre c'est pas le même climat qu'en Italie. Et là, on observe alors que la transpiration, elle est plus importante en général que l'urine, comme on avait, enfin sauf peut-être pour Kyle, et les excréments qui représentent finalement pas grand-chose en termes de volume, encore une fois. Hein. Je pense que c'est pas le nombre de toxines qui sort du corps, mais plutôt le volume qui est sécrété. Et donc, pour résumer, donc il nous dit, on est prié de retenir que les résidus de la transpiration cutanée et pulmonaire sont 6 fois, 7 fois et jusqu'à 11 fois plus considérables en poids que les excréments. Intéressant. Et donc ensuite, il donne en fait ses prescriptions en fait comme remède et il parle entre autres des gymnases et des étuves. Et il nous dit des gymnases et des étuves, il en faudrait 50 000 sur toute la surface de la France, il en faudrait dans chaque hôpital. Que font ces malades de languissants étendus sur leurs couches après visite ou errant l'air ennuyés ou désespérés dans les préaux? Au gymnase, à l'étuve. Ou à l'étuve. Alors le gymnase, qu'est-ce qu'il entend par le gymnase? C'est des endroits où on fait de la gym, où on fait des exercices physiques. En tout cas, l'activité physique, elle est souvent citée hein, dans les méthodes pour être en bonne santé. Cet auteur-là, en fait, il dit plus loin que en fait, les Romains, ils connaissaient ça, ils pratiquaient déjà la santé par les exercices physiques et les gymnases. Et en fait, lui, le docteur Gobert à Marseille, il dit qu'à son époque, ça s'est perdu. Et ouais, ça s'est perdu, beaucoup de choses se sont perdues. Et les étuves, c'est un petit peu le sauna, hein. C'est ça que ça veut dire? Ouais. C'est des endroits où il fait chaud, où on peut bien transpirer. Oui. Et donc ensuite, alors je vais vous présenter une étude qui s'intitule Étiologie, prévention et traitement du rhume. Donc c'est une publication médicale qui a été faite en anglais en 1928 par un directeur médical qui s'appelait Volney S. Cheney. Et donc j'en ai fait la traduction en français. Donc au début en fait il va faire une critique sur la recherche sur donc l'étiologie de son époque. Donc je vais vous lire ce petit paragraphe. Il y a une pénurie de travaux de recherche sur l'étiologie des rhumes, sauf pour tenter de prouver les théories selon lesquelles un rhume était soit une infection primaire par une ou un groupe de bactéries, soit dû à un virus filtrable. Ce manque de travaux de recherche doit être dû au fait qu'un rhume est généralement considéré comme une affaire plutôt banale et qu'il ne répond pas facilement au traitement et suit son cours naturel. On dit souvent un rhume soigné c'est 7 jours et puis un rhume pas soigné c'est une semaine. Quoi. Et donc, alors déjà il y a une première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait ça donne l'impression qu'à son époque, toutes les recherches sur l'étiologie du rhume, il n'y en avait plus vraiment, si on avait, elles étaient orientées uniquement dans la direction des bactéries ou des fameux virus. Sauf que là il nous parle de quoi? Il nous parle d'un virus filtrable. Et qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi un virus filtrable? Alors un virus filtrable, apparemment c'était à cette époque-là, et déjà ça a commencé avec la mosaïque du tabac, où ils ont prétendu en fait récupérer des feuilles malades, donc de la plante du tabac. Ils les ont mélangées avec un liquide, et ils ont filtré le substrat, et à travers un filtre qui est censé filtrer les bactéries. Et en fait, donc ils ont récupéré le substrat filtré. Ils ont dit en tout cas que ce substrat il pouvait communiquer la maladie à d'autres plantes. C'est ça qu'ils appellent virus filtrable. Et donc c'est ce substrat-là qu'ils ont décrété comme étant un virus. Donc avant virus ça signifiait poison, et là donc c'était un substrat qui n'était pas bien identifié en fait. Et ils ont fait la même chose en fait avec des porcs atteints de grippe porcine pendant la grippe espagnole. Et donc ils ont fait la même chose donc avec des porcs, donc des morceaux de porc soi-disant atteints du virus.
Et donc ils ont filtré le substrat et ils ont dit que en fait ça pouvait se transmettre comme ça au travers de ce substrat. En fait, il n'y a rien qui a été isolé, on sait pas. C'est un peu l'histoire du virus imaginaire. Alors ensuite, il nous dit quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et donc le paragraphe suivant s'intitule « Le rhume n'est pas infectieux ». La première chose que je vais opposer, c'est qu'un rhume est une infection aiguë. J'ai pu réfuter cela par des expériences sur un certain nombre de personnes indemnes de rhume en essayant de leur inoculer les sécrétions d'un individu atteint d'un rhume aigu. J'ai choisi le moment où les sécrétions étaient les plus abondantes pour mes inoculations. Dans aucun cas, un rhume n'a été contracté. Si un rhume était une infection aiguë, son origine ou sa source pourrait presque être toujours identifiée avec certitude. Mais c'est plutôt une chose difficile à faire et elle est généralement éteinte par la remarque « J'ai dû être exposé à un rhume quelque part ». Il est vrai qu'un rhume parcourt fréquemment les familles et les bureaux où les employés sont étroitement associés. Mais cela ne prouve pas qu'un rhume se transmette par contact avec d'autres personnes. Ces individus, à la maison et au bureau, sont soumis aux mêmes conditions insalubres de l'environnement et ces conditions sont les facteurs qui provoquent une altération du métabolisme et une perturbation systématique affectant tous les fluides et sécrétions du corps. Voilà, donc en gros, il déconstruit l'idée d'un virus ou d'un agent pathogène et il attribue le rhume à un environnement toxique. Un ensemble de facteurs extérieurs qui sont pollués, en fait. Alors là, c'est vrai qu'il ne décide pas trop. Après, il y a tout un passage dans l'étude qui parle des conditions climatiques où il rappelle que les anciens pensaient que en fait, c'est attribué donc aux conditions météorologiques. Donc il les cite, il parle de froid intense, humidité, vent ou changement soudain de température. Et lui, en fait, il pense pas tout à fait ça. Il pense que c'est parce que l'hiver, on mange plus d'aliments protéinés et qu'on fait moins d'exercice. Et donc si on fait moins d'exercice, on en revient à la suppression de la transpiration. Donc il parle pas, en tout cas on déduit. Et donc il pense que le froid c'est un facteur secondaire. Alors moi j'ai juste une petite réflexion à faire par rapport à ça, c'est que bon, c'est pas une époque où il a connu les climatiseurs. Et aujourd'hui on voit bien qu'il y a des gens qui tombent malades en plein été en restant toute la journée au bureau sous la climatisation. Et donc voilà la critique que je peux émettre par rapport à ça. C'est que le froid a quand même son importance. Ouais, plus qu'en tout cas ce que lui veut bien le dire. Ensuite il y a un autre passage donc, qui s'intitule Résumé des résultats et il nous dit qu'il y a un changement dans la chimie du sang et par conséquent il doit y avoir un changement dans les tissus alimentés par le sang. Il y a diminution du bicarbonate ou base de réserve contenue dans le plasma sanguin et les tissus, notamment dans celui des sels de sodium et de calcium. Il y a une augmentation de la tolérance au bicarbonate telle que déterminée par le test de Cellar. Il y a aussi une modification de l'activité de la glande thyroïde qui se manifeste par une diminution du taux métabolique. Une légère diminution de la teneur en sucre du sang avec une légère rétention d'azote non protéique. Les sécrétions du nez et de la gorge se révèlent moins alcalines que la normale, ayant parfois une réaction absolument acide au papier de tournesol. Ces résultats semblent ouvrir la voie à la conclusion qu'un rhume est une manifestation locale d'une perturbation systémique, à savoir une perturbation de l'équilibre ou de la réserve alcaline, en d'autres termes, une acidose légère, ou peut-être mieux dit, une diminution de l'action tampon du plasma sanguin par une diminution de sa teneur en bicarbonate. Cette conclusion est renforcée par un traitement dans lequel une alcalinisation approfondie fera toujours avorter et guérira un rhume. Une affirmation radicale, mais néanmoins vraie, à condition que le traitement soit approfondi. Donc le paragraphe suivant, donc incidence d'acidose. J'ai pu induire tous les symptômes du rhume à des degrés divers, du simple coryza, donc le coryza c'est des infections à l'œil, à celui de la grippe, et de la grippe entre guillemets, par l'induction d'une acidose artificielle par l'administration de chlorure d'ammonium et de calcium. Le degré de sévérité des symptômes est en rapport direct avec le degré d'acidose induite. Dans le degré le plus sévère d'acidose, tous les symptômes classiques de la grippe étaient présents, y compris même un faible degré de fièvre. Les symptômes se sont rapidement atténués lors de l'administration des bicarbonates de sodium à forte dose par voie orale et rectale. Et donc ensuite, on arrive à la conclusion donc, de la publication. Le rhume et ses séquelles, dont la rhinite, la pharyngite, la laryngite, la bronchite, la grippe et la pneumonie ne sont pas contagieux, car on considère généralement une maladie comme infectieuse, mais sont dues à une perturbation de la réserve ou de l'équilibre alcalin, équilibre acido-basique. Plus le degré de perturbation est grave, plus la maladie est grave. Les conditions capables de produire une acidose légère ou de perturber l'action tampon du plasma sanguin sont des facteurs contributifs à la production d'un rhume. Alimentation mal équilibrée, manque d'exercice, fatigue, constipation, infection partout dans le corps. Les rhumes peuvent être évités en maintenant l'équilibre alcalin grâce à une alimentation appropriée, à l'exercice et à l'utilisation prudente de bicarbonate de sodium ou d'eau alcaline. Les rhumes peuvent être interrompus en administrant du bicarbonate de sodium à des doses suffisamment importantes pour alcaliniser complètement le système avec des petites doses
de capsidine et d'iode de calcium. Les rhumes peuvent être guéris par l'administration des mêmes médicaments à des doses plus petites et fréquemment répétées. La médecine statique de Sanctorius, ou l'art de conserver la santé par la transpiration, et il a été traduit en français en 1722. Donc dans son livre, il a répertorié toutes ses connaissances sous forme d'aphorismes qu'il a classés en différentes sections. Donc là on voit ici la première section du poids de la transpiration insensible. Donc Sanctorius de Capodistria. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Capodistria, donc c'est en Slovénie, c'était rattaché à Venise à l'époque, est certainement l'un des premiers qui ait fait l'expérience de la physiologie mathématique et précise. C'est évidemment le précurseur de la doctrine iatromécanique. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire avec soin ses remarquables travaux de médecine statique sur la transpiration cutanée, sur la vitesse du pouls déterminée au moyen d'un pulsilogue, sur la chaleur morbide appréciée au thermomètre et sur le système de pesée fait régulièrement sur lui-même pendant de nombreuses années pour calculer, d'après le poids du corps, celui des aliments et des boissons, celui des excréments et des urines, le poids de la transpiration insensible. Il a introduit le calcul dans la physiologie au point de donner à ses expériences une précision vraiment mathématique et de fixer rigoureusement certains points d'hygiène, mais il n'a rien laissé d'important relativement à la médecine proprement dite. Ce furent des médecins anatomistes qui, par l'expérience, contribuèrent le plus au progrès de la physiologie. Il pesa tous les jours pendant plus de 40 ans ses aliments, ses boissons, ses urines et ses excréments, et il établit ainsi que là où il vivait, le corps perdait en 24 heures 5 livres de son poids par la perspiration, donc il faut traduire ça par transpiration insensible, que cette quantité varie selon la température, selon le lieu et les climats. D'après son livre La médecine statique, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, on voit que la transpiration insensible qui se fait par la peau et par les poumons est plus considérable à elle seule que toutes les évacuations sensibles prises ensemble. Lorsque chaque jour le corps revient au même degré de pesanteur parce qu'il transpire également, la santé se conserve sans altération. Elle décline, au contraire, lorsque le corps conserve son poids ordinaire par une plus abondante évacuation des excréments ou des urines que de coutume. Mais si, au bout de quelques jours, le corps ne recouvre pas son poids ordinaire, soit par une transpiration copieuse, soit par d'autres évacuations sensibles, il faut s'attendre à la fièvre ou à quelques autres maladies prochaines. Plus la transpiration est pure, c'est-à-dire dégagée de sueur, plus elle est saine. Se sentir le corps pesant quand il est léger à la balance est l'annonce d'une dissipation mauvaise et différente que de se sentir pesant quand on l'est en effet. Au contraire, se sentir léger quand on est plus pesant à la balance, c'est un signe qu'on jouit d'une santé parfaite. La douleur de tête ou de quelques autres parties du corps diminue la transpiration. De légers purgatifs ne diminuent pas sensiblement la transpiration. Il n'en est pas de même des forts purgatifs. Ils l'empêchent, ou du moins la diminuent considérablement. Dans les jeunes gens d'une bonne santé, et qui vivent sobrement, le corps s'accroît tous les mois de 2 ou 3 livres. Quelquefois, vers la fin du mois, ils ont la tête pesante et ils éprouvent plus ou moins de lassitude et d'abattement. Mais bientôt, une éjection d'urine, un peu de trouble, ou quelques autres évacuations les rétablit dans leur état ordinaire. Les principales causes qui diminuent ou arrêtent la transpiration sont le froid humide, les aliments gluants et visqueux, le jeûne, la frayeur, l'insomnie et les évacuations trop abondantes. Les jeunes gens transpirent plus que les vieillards, et la quantité de la transpiration varie selon les tempéraments, le régime, les saisons et les climats. Sanctorius conseille de calculer exactement chaque jour combien on a perdu par la transpiration. Voici comment, selon lui, il faut s'y prendre pour se conserver en santé, jusque dans l'extrême vieillesse. Après avoir copieusement soupé, on examine combien au bout de 12 heures le corps a perdu de son poids par la transpiration. Je suppose qu'on en ait perdu 50 onces. Et donc là, 50 onces, donc il nous dit c'est environ entre 1 kg et 1,6 kg. Une autre fois, il faut se peser le matin, quand on n'aura ni soupé la veille, ni fait aucun excès dans le dîner précédent. Je suppose qu'on ait perdu par la transpiration 20 onces. Donc 20 onces, ça correspond à 600 grammes. Cela posé, il faut s'astreindre à une diète, à un exercice, à un usage modéré de 6 choses non naturelles, qui procurent une transpiration moyenne entre 50 et 20 onces. Et en se mettant journalement à ce poids, on atteindra, dit Sanctorius, l'âge de 100 ans sans infirmité. Mais outre que ce serait un assujettissement extrême que de vivre selon cette méthode, il faut que l'auteur lui-même n'ait pas pu la pratiquer, car il est mort à l'âge de 75 ans. Kyle a prescrit une autre règle. Il veut, avec raison,
que l'appétit naturel et non désordonné soit la mesure de la diète. Par ce moyen, on n'aura pas besoin de se peser chaque jour pour déterminer la quantité d'aliments et de boissons qu'on doit prendre. La nature ne demande que ce qu'il lui faut, elle ne demande ni plus ni moins. Goethe et tous les médecins philosophes sont de ce sentiment. Il faut, outre cela, faire chaque jour de l'exercice et user avec modération des choses nécessaires de la vie. Chacun peut éprouver la bonté de ce conseil par sa propre expérience. La transpiration est notamment diminuée dans un air froid, pur et sain. Mais le corps y gagne de la force et cette diminution de la transpiration n'est pas ordinairement nuisible. Elle est d'ailleurs supplée par les urines ou d'autres évacuations. Au contraire, dans un air humide et malsain, non seulement la transpiration est retenue, mais les fibres sont relâchées. Et il peut résulter de ces effets beaucoup de désordres et d'accidents. L'air des villes est en général moins bon que celui de la campagne. Chargé d'une plus grande quantité de vapeur, il favorise moins la transpiration et particulièrement émousse l'appétit. L'air froid et le bain froid échauffent les corps et les rendent plus légers. C'est le contraire pour les gens faibles et délicats qui deviennent plus froids et plus pesants. Et plus ce froid est soudain, plus il est dangereux. Une pluie continuelle est plus malsaine que la sécheresse. On éprouve plus de lassitude en été qu'en hiver, quoi qu'on soit plus léger à la balance d'environ 3 livres, mais parce que l'air chaud relâche et affaiblit. De toutes les saisons, l'automne est la plus malsaine, parce qu'on passe brusquement d'une température chaude à une froide, et que la transpiration est facilement arrêtée. Pour éviter cet inconvénient, il faut se tenir bien habillé et user d'un régime convenable. En général, il ne faut pas quitter ses vêtements d'hiver trop tôt, au printemps, ni les reprendre trop tard en automne, autrement on court le risque d'avoir la fièvre en été et des fluxions en hiver. Le corps transpire peu lorsque l'estomac est trop rempli, comme lorsqu'il reste trop longtemps sans recevoir des aliments. L'excès dans les aliments est nuisible à ceux qui prennent peu d'exercice. Il convient à ceux qui en prennent beaucoup de manger davantage que les premiers. En général, la nourriture doit être proportionnée à l'exercice de chaque jour. Les aliments qui pèsent le moins l'estomac sont ceux qui sont les plus aisés à digérer et qui sont les plus perspirables. On transpire peu quand on se couche sans souper, quoi qu'on ait appétit. Si on le fait souvent, on court risque d'avoir la fièvre. La chair des jeunes animaux, le mouton et le pain de froment bien fait, fournissent une nourriture légère et facile à digérer et excitent la transpiration. Lorsqu'on a mangé 4 onces d'un aliment fort et nourrissant, tels que sont le porc, l'anguille ou quelques poissons gras, le corps paraît plus pesant que si on avait mangé 6 onces de quelques aliments qui nourrissent moins, comme du poulet, des oiseaux, etc. En général, la digestion difficile rend la transpiration lente et embarrassée. Une grande quantité de nourriture, prise à la fois dans un seul et même repas, cause plus de pesanteur et de malaise qu'une plus grande prise en 2 fois. On ruine insensiblement sa constitution en ne faisant qu'un repas par jour, quelque quantité d'aliments qu'on y prenne. Lorsqu'on mange plus qu'on ne peut digérer, on est moins nourri et on maigrit ordinairement. Le vin d'une bonne qualité, et pris modérément, favorise la digestion et la transpiration. Un grand feu en hiver augmente la transpiration, de même que le soleil en été. Selon Sanctorius, un sommeil tranquille est très favorable à la transpiration dans les personnes saines et robustes. Souvent, elle donne 50 onces en 7 heures, c'est-à-dire 2 fois plus autant que la veille. Mais d'après l'étape de Keil et les expériences de Gorter, la transpiration nocturne est à peine de 16 onces et en Hollande, comme dans la Grande-Bretagne, on transpire plus de jours que durant la nuit. Après le sommeil nocturne, le corps est plus léger, tant parce que les forces ont été réparées que parce que l'on est débarrassé du fardeau de la transpiration. Tout ce qui empêche le sommeil arrête la transpiration. La transpiration est plus dérangée par un vent frais du midi durant le sommeil que par un grand froid pendant la veille. Le changement du lit diminue la transpiration. Le sommeil trop long rend le corps froid, pesant et stupide. L'usage du vin facilite la transpiration, son excès y met obstacle. En italien, en fait, l'ancien nom de la grippe, c'était influenza di freddo, c'est-à-dire l'influence du froid, avant que ce soit renommé en virus influenza. Et en anglais, ça se disait common cold, c'est-à-dire le froid courant. Alors, on y va pour se plonger dans l'ouvrage de Joseph François Thiras, qui s'intitule « Des maladies chroniques, spécialement de la phtisie pulmonaire et des affections qui la produisent le plus souvent ». La phtisie pulmonaire, en fait, c'est l'ancien nom de la tuberculose. Et on verra ensuite en quoi c'est en lien avec les autres affections dont la grippe. Je me plaçais dans une position qui me permit d'observer ces affections sur une vaste échelle, et après avoir consacré plusieurs années à l'étude des altérations produites sur nos organes par les maladies chroniques, et m'être lassé enfin d'ouvrir des cadavres et de chercher, comme beaucoup de médecins, le principe de la vie dans les entrailles de la mort, sans résultat appréciable pour l'humanité,
Je dirigeais désormais tous mes soins vers les études thérapeutiques, convaincu que ce n'était que par la connaissance approfondie des vertus des médicaments que l'homme de l'art pouvait décidément guérir. Je cessais de voir dans les systèmes et les idées préconçues autre chose que des hypothèses à vérifier, et je demandais au fait que je rassemblais avec soin des résultats que je pourrais plus tard ériger en principe. Alors là, il va nous parler donc de la phtisie pulmonaire, qui est de la tuberculose. Et donc il nous dit: je me bornerai à prouver par de nombreuses observations que la phtisie pulmonaire est parfaitement curable dans les premières périodes de la maladie, et que, contre l'opinion générale de beaucoup de médecins, je possède des moyens efficaces soit pour la prévenir, soit pour guérir cette affection, surtout quand elle est accidentelle. Dans les considérations générales qui formeront le premier chapitre de cet ouvrage, je ferai connaître l'opinion des médecins sur la nature et la cause des maladies chroniques, et principalement de la phtisie pulmonaire. Je prouverai que le principe de ces affections réside dans le système sanguin, et que, pour en obtenir la guérison radicale et certaine, un traitement général doit leur être opposé. Donc là, il nous dit: les auteurs qui ont écrit jusqu'à présent sur la phtisie pulmonaire n'ont considéré cette maladie que sous le point de vue des lésions anatomiques qui la caractérisent, et ne se sont point occupés de l'altération des liquides dont elle est très souvent la conséquence. Donc en fait, là quand il parle des liquides, il fait référence à la théorie des humeurs d'Hippocrate, des 4 humeurs, qui sont la bile jaune, la bile noire, le sang et le flegme. Et donc ensuite il nous dit donc tous leurs travaux se sont bornés à fixer le diagnostic de cette affection et à donner des moyens d'investigation sûrs pour y arriver. Une fois la maladie reconnue, la croyant au-dessus des ressources de l'art, il se serait bien gardé de lui opposer une médecine active. Et donc là il nous dit Bonnet et Morgagni ont commencé des recherches qui se sont terminées par les travaux de Pinel, Bichat et Brousset. Ces fondateurs de la médecine organique ont cru trouver dans les lésions locales la cause des symptômes, la source du mal. Ils ont négligé les altérations du sang et des autres liquides de l'économie. Alors l'économie, je pense qu'il faut le traduire par le corps humain en fait. Et en cela, leur doctrine est incomplète et erronée. Leur médication dans la phtisie pulmonaire n'a pas même été érigée contre les tubercules. Elle s'est bornée à constater les travaux locaux qui la déterminaient. Pour moi, je regarde les lésions locales qui se forment dans les maladies graves comme la conséquence de la lésion des liquides, et les opinions des esprits les plus avancés de notre époque, tels que Andral, Magendie, etc., viennent à l'appui de cette nouvelle manière de voir. En cherchant la source des affections chroniques, ils ont montré qu'elles résidaient principalement dans le système sanguin. Monsieur Fourcault, par des expériences qui ne laissent aucun doute, a soutenu la même opinion. Tous les animaux dont ils avaient rendu la peau imperméable à la transpiration sont morts comme asphyxiés dans un délai d'autant moindre qu'ils n'avaient plus complètement fermé les orifices de cet émonctoire. La transpiration cutanée est donc une fonction bien importante, puisque supprimée en totalité, elle amène la mort, et que supprimée en partie, elle donne lieu à une altération du sang, et conséquemment à de graves maladies. Mais elle n'est pas la seule cause de l'altération du sang. Outre les virus ou venins, alors en fait, ici, on parle de virus, mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout la définition actuelle et le concept du mot virus qui serait un agent pathogène extérieur. Avant, en fait, il fallait traduire le mot virus par poison. C'est-à-dire qu'en fait, ils considéraient que en fait, les humeurs, si elles n'étaient pas régulièrement nettoyées, comme le sang, en fait, ils pouvaient s'empoisonner, et c'est en fait ce poison qui circule dans les humeurs qui désignait par le terme de virus. Donc je reprends. Outre les virus ou venins qui peuvent l'infecter, une nourriture insuffisante ou de mauvaise qualité, en donnant en trop faible proportion des sucs destinés à réparer les pertes de l'économie, conduisent également à l'altération de ce liquide. Connaissant les fonctions intimes du poumon, la délicatesse de cet organe et ses sympathies avec la peau, il est facile de remonter aux causes probables de ces affections. Le poumon, en effet, est l'organe de la sanguification. C'est dans l'intérieur de sa trame organique que se complète la digestion. C'est là seulement que le sang chargé des principes fournis par les aliments acquiert les qualités nécessaires à la nutrition de tous les organes. Quelle doit être alors sur le poumon l'action d'un sang altéré, d'un sang qui contient des éléments propres au développement des tubercules? Comment agira la suppression de la transpiration cutanée? Quelle sera son action spéciale sur le sang? Et comment pourra-t-elle amener la phtisie pulmonaire? Je considère la sueur répercutée et rentrant dans le torrent circulatoire comme un corps étranger qui introduit dans le sang des sels dont l'excès se dépose à la surface pulmonaire dans l'acte de l'hématose et devient dans cet organe un principe de tuberculisation.
J'ai pris pour exemple la suppression de la transpiration cutanée parce qu'elle est une des causes les plus générales des maladies chroniques et surtout la phthisie. En effet, c'est par la diminution de l'activité de cette fonction ou par sa suppression momentanée qu'on explique la part des lieux bas et humides dans la production des affections chroniques, et surtout de la phthisie pulmonaire. Il est clair que le froid resserre les pores de tout le corps, que l'humidité de l'air doit s'opposer à l'évaporation de la sueur et conséquemment ralentir les fonctions de la peau et devenir la source d'un grand nombre d'affections. Je me suis convaincu de cette vérité dans mes voyages en Hollande, en Angleterre et dans de nombreux pays brumeux et humides. Qui n'a ressenti en visitant Londres les effets débilitants de son humide atmosphère? Qui ne s'est plaint des variations subites de sa température? Qui n'a éprouvé sur les yeux, le nez et la gorge les effets irritants de ces brouillards épais? Aussi, la phthisie et des scrofules y sont-elles plus fréquentes qu'au temps de Sidémen? Si malgré l'assainissement de ces rues, la multiplicité de ces canaux et de ces fontaines, la beauté, la propreté et la régularité de ces constructions, malgré les progrès de l'hygiène qui tendent tous les jours à diminuer les causes, les maladies se sont multipliées. Quelle sera la cause de ce résultat si peu favorable, si ce n'est le défaut de principe de ceux qui en ont dicté les médications et l'ignorance de la véritable cause et de la nature de ces affections? C'est encore à l'influence de la suppression de la matière transpirable qui est due la fréquence de la phthisie dans certaines professions. C'est moins à la poussière qu'ils respirent qu'à la répercussion de la transpiration et à ses funestes conséquences que les boulangers doivent la phthisie qui les atteint si souvent dans leur état pénible, faiblement couverts et leur corps en sueur. Ne s'expose-t-il pas à chaque instant aux variations subites de la température? La cause prochaine qui doit donner lieu au développement des tubercules réside donc dans le sang. Le bon sens répugne à admettre leur production spontanée dans les poumons. Autant vaudrait admettre un effet sans cause. Il faut nécessairement que l'élément y ait été apporté par quelques-uns des fluides de l'économie. Donc là, il fait référence toujours aux humeurs dans le sang. Et quelques autres fluides que le sang, à qui cet organe fait subir de si importantes modifications, auraient pu produire ce résultat. Il suffit d'avoir les plus légères notions en médecine pour comprendre que de nouvelles observations faites d'après la nature des causes de cette affection ont dû me donner des vues nouvelles et plus étendues, rendre mon traitement plus rationnel et me conduire à la solution d'une question des plus importantes pour la médecine pratique. Alors ensuite, un peu plus loin dans l'ouvrage, il va nous en dire un peu plus sur ce qu'il considère comme l'origine, le déclencheur de la phthisie, donc la tuberculose. Car ce n'est pas tant le froid qu'il faut redouter qu'un refroidissement subi au moment où la peau est ouverte à la transpiration, car un grand nombre de graves affections ne reconnaissent pas d'autre cause. Les vêtements doivent varier selon le climat et la température des saisons. Dans les pays et les saisons, la température est très élevée et uniforme. On doit, afin de favoriser la libre circulation de l'air, porter des vêtements très larges de toile ou de coton. Mais si les changements sont fréquents, si des vents froids et humides succèdent tout à coup à une grande chaleur, il faut alors adopter les tissus de laine qui s'opposent à la déperdition de notre chaleur propre et n'absorbent pas celle du dehors parce qu'ils sont mauvais et conducteurs du calorique. Les vêtements doivent alors être plus étroits afin de ne pas livrer passage à un air froid et glacé. Les personnes atteintes de phthisie ou celles qui sont prédisposées doivent se couvrir de flanelle de la tête aux pieds et dans toutes les saisons. Changer de vêtements aussitôt que ceux qu'elles portent seront mouillés par la sueur et la transpiration. Elles doivent éviter avec le plus grand soin le froid et l'humidité, surtout des pieds, et ne se découvrir que lorsque la chaleur est définitivement fixée, et qu'elles n'auront plus à redouter les perturbations atmosphériques. Et donc ensuite il précise, le climat le plus favorable aux phtisiques est celui où la température est la plus uniforme, où le thermomètre subit le moins de variations. La phthisie se développe en raison directe de l'abaissement de la température et en raison inverse de son élévation. Mais sa fréquence est plus en proportion de ses variations brusques ou irrégulières qu'en proportion de son degré. Alors ensuite on va se rendre à la page 45 du PDF où il va nous parler de la cause de la catarrhe, qui en fait donc c'est la grippe, un rhume. Et en fait pour lui la cause elle est la même parce qu'en fait il considère que la tuberculose c'est simplement un rhume non soigné. Et donc là il nous dit tout le monde sait aussi que l'humeur de la transpiration lentement ou brusquement répercutée de l'extérieur à l'intérieur, soit par le froid, soit par l'humidité, attire le sang et devient la cause fréquente de la catarrhe, de l'asthme convulsif et de toutes les affections graves de l'organe pulmonaire. Et donc un peu plus loin, donc page 274, donc en complément il nous dit les causes principales du catarrhe pulmonaire aigu vulgairement appelé rhume sont
le refroidissement subi de quelques parties du corps, spécialement de la poitrine et de la plante des pieds, un air froid et humide, le dégel, l'ingestion de boissons glacées dans l'estomac, surtout lorsque le corps est en sueur, l'inspiration des vapeurs irritantes, etc. Alors ensuite, toujours dans le même ouvrage, donc il y a une partie concernant les traitements et les remèdes, donc à la fois de la grippe et de la tuberculose. Et donc là il nous dit les secours de la matière médicale devront être secondés par l'hygiène. Une des conditions les plus importantes, c'est l'action de la chaleur. Elle a beaucoup aidé à triompher des cathars considérés comme incurables. Broussais en avait déjà constaté l'importance lorsqu'il dit dans son traité des phlegmasies que les cathars invétérés conduisent inévitablement à la phtisie pulmonaire d'habitants du Nord s'il ne va pas respirer sous un ciel pur un air chaud et bienfaisant. Ensuite, on va descendre un peu plus bas. Et là, il nous dit « Les substances qui entretiennent une légère transpiration à la peau ou une douce excitation seront beaucoup plus utiles que les sudorifiques trop forts qui épuiseront le malade en excitant une transpiration trop abondante. Ainsi, je favorise les diverses sécrétions par des boissons légèrement laxatives et sudorifiques, telles que des infusions de sureau mielé, dans lesquelles je fais entrer une faible quantité de nitrate de potasse. » Alors ensuite, il nous dit, si le sujet est jeune et robuste, et que le cathare pulmonaire soit accompagné d'accès d'asthme, j'emploie les fumigations avec les plantes balsamiques, la poudre expectorante et des frictions avec le liniment alcalin. Si au contraire, le malade est faible et d'un âge avancé, et que la maladie existe depuis longtemps, je lui fais respirer les vapeurs que donne la poudre fumigatoire projetée sur des charbons ardents, ou celle des teintures éthérées de baume du Tolu ou du Pérou. Alors ensuite, j'ai étendu mes recherches en allant voir dans un de ses autres ouvrages qui s'appelle « Traité des maladies de poitrine et du cœur, phtisie pulmonaire, cathare, asthme, crofule et des affections ». Et dans cet ouvrage, en fait, on trouve beaucoup plus de détails sur l'hypothèse qu'il a émise précédemment concernant le fonctionnement de l'interruption de la transpiration et le mécanisme déclencheur de la grippe et de la tuberculose. Et donc là, il nous dit enfin, pour étudier scientifiquement l'étiologie des cathars, il faut, selon moi, préalablement connaître les fonctions physiologiques du système cutané, tant externe qu'interne, c'est-à-dire de la peau et de la muqueuse. Celle-ci, en tant que la continuation de la première, doit sa différence d'aspect, de texture, etc., à l'absence des agents physiques qui, tels que l'air, la lumière, etc., font sans cesse sentir leur action sur le système cutané externe. La peau est ainsi, que l'ont démontré les physiologistes, le siège non seulement de la transpiration sensible ou insensible, mais encore d'une véritable respiration. La peau absorbe de l'oxygène et exhale de l'acide carbonique, absolument comme les poumons. Aussi, les plaies, les brûlures, etc., qui entament et détruisent le tissu cutané dans une grande étendue, sont-elles extrêmement graves et souvent mortelles. C'est que le corps se trouve par là privé d'une surface qui remplit une des fonctions les plus importantes de la vie. On comprend donc que si la fonction de la peau se trouve entravée par de certaines conditions atmosphériques, froid, humidité, etc., la muqueuse ou, comme l'a appelé la peau rentrée, doit s'en ressentir presque immédiatement. Si le produit de l'exhalation normale de la peau est en moins, le produit de l'exhalation morbide de la peau sera en plus. Cela est si vrai que pendant la saison chaude et sèche, c'est-à-dire à l'époque où la fonction exhalatoire de la peau est au maximum d'activité, en rendant des sueurs abondantes, la fonction sécrétoire des muqueuses est à son minimum d'activité et réciproquement. C'est à ce moment aussi que les maladies de la peau sont aussi fréquentes que les maladies des muqueuses. Catarrhes, bronchites, etc. sont rares, ce qui vient à l'appui du principe que les maladies d'un organe sont en raison de l'exercice auquel cet organe est soumis. En résumé, je ne saurais assez vivement insister sur ce grand principe sur lequel repose, selon moi, toute la médecine. Toutes les fonctions sont solidaires. Plusieurs d'entre elles sont complémentaires l'une de l'autre. Tel est le cas de la fonction de la peau et celle des muqueuses. Alors maintenant, je vais faire une synthèse de sa pensée sur le déclenchement et le fonctionnement de la grippe et de la tuberculose. Donc en fait, il voit le corps comme un système qui à la fois reçoit des nutriments et doit évacuer des déchets. Et dans des conditions normales, la peau serait un des principaux émonctoires qui en fait évacuerait les déchets du sang
pour le rendre le moins toxique possible. Et la grippe, elle se déclencherait par un arrêt subi ou prolongé de la transpiration, notamment lors d'un coup de froid, faisant que le corps, au lieu d'excréter les déchets au travers de la peau, va le faire au travers des voies respiratoires, des muqueuses, et va générer du mucus, en plus de déclencher la fièvre, qui elle vise très certainement aussi à relancer la transpiration. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre mes recherches en creusant la piste du lien, du moins du rapport entre la réduction de la transpiration et le déclenchement de la grippe, pour voir si par hasard d'autres dans le passé avaient pensé la même chose. Et donc j'ai fait une recherche et là je suis tombé sur un article de l'encyclopédie première édition de 1751 de Diderot et d'Alembert, tome 2, page 771-772. Là on nous dit les causes éloignées du catarrhe sont tout ce qui peut occasionner la surabondance de l'humeur des glandes dont j'ai parlé ci-dessus, comme la suppression, la diminution de la transpiration, en sortant d'un endroit chaud et passant subitement dans un lieu froid, en s'exposant à un vent violent, soit à pied, soit à cheval, ou en chantant ou en criant dans un lieu exposé au grand air. Le traitement de cette maladie consiste dans le rétablissement de la transpiration par les boissons abondantes d'infusion ou de décoction des plantes légèrement sudorifiques. La boisson abondante d'eau tiède suffit quelquefois pour parvenir à ce but. On y mêle cependant quelques cuillerées de sirop, comme celui de capillaire, de guimauve et autres de cette espèce. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que le partage de ces recherches vous auront plu. Donc on a vu l'ancienne manière de concevoir la grippe au moins entre 1750 et 1850, donc avant la théorie des germes qui a été formulée à partir des années 1880 et qui s'est poursuivie avec donc le développement de la virologie. Donc pour rappel, la conception actuelle de virus en lien avec la découverte de l'ADN date de l'année 1953. Et ce qu'il faut bien intégrer également, c'est que le système immunitaire, c'est simplement une vue de l'esprit. C'est simplement un modèle théorique qui a été développé en lien avec la virologie et le postulat de l'agent infectieux extérieur comme déclencheur des maladies. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.